à Panem 360. Je suis avec le batteur Dave Trena du groupe Classic Rock montréalais, bien connu, puisque c'est un groupe d'expérience qui enregistre depuis 2012, je crois, avec un album Deer in the Headlight, et qui a été suivi par Devilish Folk en 2016, Now or Nowhere en 2021. Et voici l'album sans titre, un album homonyme de Damn Truth. Bonjour Dave. Bonne soirée à vous, Alain. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Je suis content d'être ici Excellent. avec vous. Merci pour l'invitation. Ben, écoutez, ça nous fait plaisir. Des groupes qui durent, des groupes d'expérience, vous êtes des fans de classic rock puisque vous travaillez avec Bob Rock. Et donc, si vous n'aimez pas classic rock, vous ne travailleriez pas avec Bob Rock. Et donc, vous avez déjà travaillé en 2021 avec lui et vous lancez un quatrième album qui n'a pas de titre puisque c'est le groupe qui est un titre en soi, de Damn Truth. Ça peut être un titre d'album aussi. Définitivement. Mais tu sais, d'avoir le choix de pouvoir travailler avec Bob Rock, c'est sûr, on est vraiment gâtés d'avoir Oui. même cette possibilité. Et d'ailleurs, comme vous dites, la deuxième fois. L'album Now or Nowhere, on n'a pas pu terminer la production avec Bob Rock, justement parce que la COVID est venue couper en plein milieu de nos sessions. Alors, nous avons terminé l'album ici à Montréal dans nos propres studios et on a travaillé avec Bob à distance. Mais pour le quatrième album de Damn Truth, encore, Bob nous a invités à son studio préféré à Vancouver, le studio de... The Warehouse Studio de Bryan Adams. De Bryan Adams, exactement. Donc, laquelle il insiste de travailler à ce studio. On a voulu l'amener au Québec parce qu'on a entendu dire que, je pense en 2008, il avait travaillé avec Simple Plan, les autres Québécois, à Montréal. Fait qu'on on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'amener Bob chez nous. Mais encore là, il insiste de travailler au studio de Bryan Adams. C'est un endroit incroyable. Des beaux instruments, des belles pièces de collection de non seulement Bryan Adams, mais Bob Rock aussi garde sa collection d'instruments à ce studio. Oui, il a réalisé plusieurs albums. Je ne sais pas s'il avait fait le Black Album de Metallica, là, mais je sais qu'il Non, a travaillé. pas Non. au Warehouse, ça s'appelait Mountain Sound, un studio mythique canadien dont laquelle je pense Aerosmith, AC/DC, Motley Crue, Metallica et plein d'artistes ont fait leur travail. Mais le studio de Bryan Adams, on ne peut pas dire qu'il remplace le Mountain Sound, mais toute une lignée de réalisateurs et d'ingénieurs qui ont travaillé au Mountain Sound sont allés au Warehouse. C'est comme une espèce de lien de parenté naturel. Pour nous, c'est sûr, on est juste excités de pouvoir faire un petit passage à travers tout ce monde, comme je dis, mythique, parce que nos inspirations musicales, c'est sûr, c'est dans le classic rock et le hard rock. Et Bob Rock et toute la côte ouest canadienne, ils ont eu un rôle important dans les artistes qui nous inspirent. Oui, très important. Ben, Bob Rock se passe de présentation. Il a fait Bon Jovi, Motley Crue, tellement d'albums de toutes sortes de groupes qui sont passés à l'histoire. Vous arrivez quand même longtemps après ces gens-là, c'est-à-dire que vous êtes des fans de hard rock et classic rock. C'est très intimement lié. C'est une forme qui a passé l'épreuve du temps, il n'y a aucun problème. Mais Bob Rock est quand même quelqu'un qui est de la génération antérieure à la vôtre. Donc, vous travaillez quand même avec une sorte de rock qui correspond à une époque antérieure. Comment voyez-vous ça? Une époque qui n'a pas d'âge ou encore une époque antérieure? Pour nous, c'est de la musique qui est très importante. Ça nous touche directement au cœur. Fait on peut pas dire que dans notre cas, c'est un style de musique antérieur nécessairement. C'est naturel pour vous d'aimer ça. Absolument. On a grandi, moi, surtout un gars comme moi, avec un grand frère qui, dans le fond, il m'a
envoyé sa collection de CD et de vinyle. Ça a été ma jeunesse, correspond directement avec cette musique. Et on voit en voyageant un petit peu partout dans le monde qu'on n'est pas les seuls à vouloir, à aimer la musique classic rock psychédélique des années 60, 70 et même des années 80. Exactement. Et vous êtes quand même un groupe d'expérience. Vous n'êtes pas des débutants, vous êtes des professionnels aguerris. Ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de la musique. Votre premier album remonte à 2012, donc vous existiez quand même quelques années auparavant, j'imagine. Donc, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, là. Donc, vous avez une grande expérience. Vous connaissez parfaitement les codes du classic rock et du hard rock. Donc, vous connaissez votre Aerosmith par cœur, votre Bon Jovi par cœur. Vous connaissez sûrement les réalisateurs bien au-delà de Bob Rock. On peut penser à Tino Izzo au Québec, par exemple. Il y en a plusieurs qui ont travaillé avec des artistes internationaux, y compris qui viennent de Montréal. Donc, c'est très intéressant pour vous de poursuivre cette tradition-là d'une certaine façon. Le classic rock, ça porte bien son nom, c'est classique. Donc, une forme classique reste là et reste aimée par la plupart des gens qui se remémorent le passé ou encore qui aiment vivre cette musique-là au présent. Oui, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qu'on tient très proche à nos cœurs. C'est une inspiration. Puis, comme je vous avais dit, on n'est pas les seuls à vouloir continuer dans ces traditions, s'exprimer à travers ça, assister à des concerts. Malgré que peut-être le classic rock, c'est niche un peu aujourd'hui, on réussit à se trouver devant des grands publics, avoir notre propre audience ici à nous au Québec et de l'avoir ailleurs aussi. Oui, c'est un auditoire stable d'une certaine façon, même si, comme vous le dites, c'est un peu niche, c'est-à-dire que c'est pas le mouvement dominant comme ça l'était dans les années 80. Dans les années 80, je me souviens très bien que c'était la forme la plus importante de musique populaire. Quand vous regardiez le Billboard, dans le top 10, vous aviez 3 ou 4 albums de hard rock et de classic rock. Maintenant, c'est pas exactement le cas, mais vous remplissez vos salles. On essaie, on fait le plus qu'on peut, mais à des endroits comme le UK, par exemple, on voit une perspective un petit peu différente dans la culture, on peut donner des concerts et voir grand-papa, son fils, l'arrière-fils, pas le petit-neveu, le petit-fils, et avoir 2, 3, 4 générations dans la même salle, aller assister à les mêmes concerts. Alors, peut-être ici en Amérique du Nord, c'est le pop, le hip-hop qui domine, et définitivement aussi à des autres places, mais on voit que il y a quand même une certaine tradition qui se porte dans la musique rock au UK. Puis on est allé, dans les dernières couples d'années, je pense qu'on est allé faire au moins 5-6 tournées au UK parce que ils veulent beaucoup de rock là-bas. Partout, on voit, même si c'est pas nécessairement un mode dominant, on voit qu'une renaissance du rock en ce moment depuis quelques années, pas nécessairement dans le hard rock ou dans le classic rock, mais dans les formes rock en général, que ce soit dans le métal ou plusieurs sortes de métal ou encore plusieurs sortes de rock ou même dans le indie rock, il y a quand même une recrudescence en ce moment de
de l'esprit rock avec l'instrumentation originelle, mais aussi avec des ajouts en électronique ou avec des claviers, avec des technologies nouvelles, mais l'esprit des guitares, du backbeat, etc. Oui, non, mais je pense que d'une façon, l'auditoire a sa propre station de radio à lui, c'est Spotify. Donc, personne comme moi, je peux écouter tous mes albums préférés, tous mes styles de musique préférés sans écouter autre chose. Tu sais, on n'est pas nécessairement attaché autant sur les musiques plus et les radios FM qu'avant. Fait qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on aime, tourne après tourne après tourne après tourne. Et aussi les artistes, la manière que le marché se développe, c'est sûr, on se plaint beaucoup pour Spotify des modes de distribution modernes comme ça, mais en même temps, les artistes ont plus de pouvoir pour trouver leur monde, pour s'exprimer de la manière qu'ils veulent et de bâtir leur business et bâtir leur carrière comme jamais avant. Alors, peut-être que ça paraît plus à vous ou d'autres mondes qui sont dans ce L'observation plus mini-monde. large, ouais. C'est comme un petit globe rock and roll dans lequel on est tous dedans, mais il y en a des milliers, sinon des dizaines de milliers d'autres styles de musique ou micro-niches musicales. Alors, il y a beaucoup de potentiel pour l'auditoire et aussi pour les artistes aujourd'hui, je pense, justement parce qu'on peut avoir ce qu'on aime et juste ça. Exactement. Et votre public vient de cette façon de consommer la musique et il peut être assez considérable pour remplir des salles comme le MTLUS ce mercredi 26 mars parce que vous allez lancer votre 4e album. Comment le voyez-vous de Damn Truth, l'album homonyme par rapport au précédent? Comment voyez-vous l'évolution de ce groupe, du son, la façon d'enregistrer? De la manière dont vous avez travaillé aussi avec Bob Rock? De notre perspective, moi, j'ai définitivement un bias fort au sujet de notre musique, mais pour The Damn Truth, au fil des années, on a toujours mis beaucoup de focus sur la composition, l'écriture de chansons. Alors, je pense sur ce nouveau album au niveau de la parole, les arrangements musicaux et la force musicale, on a quelque chose de plus fort que jamais. Aussi, de pouvoir travailler avec Bob Rock dans sa pleine capacité, vraiment jusqu'à les mix et master final, jusqu'à trouver l'ordre des chansons. Il était à notre bord. Comme on n'avait pas ce luxe, justement, dans le dernier album, à cause de la COVID, ça a comme vraiment fait tout. Pas tout est tombé en l'eau, mais à mi-chemin, on a arrêté de travailler avec lui. Mais cette fois-ci, la pré-production, la production musicale, la composition, les arrangements, le mix jusqu'au master, jusqu'à trouver l'ordre des chansons, on a pu avoir beaucoup d'aide et son expertise, musicale. Puis c'est une personne qui il est connu pour le son de ses grands albums, mais sa force et où est-ce qu'il met toute son attention, c'est dans la composition et la structure musicale, les paroles, la musique comme telle. On a pu bénéficier d'une façon plus forte cette fois-ci qu'avant. Et quand vous parlez de la composition, vous avez travaillé plus, vous avez soigné votre composition, le texte, les changements harmoniques, les mélodies. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier cette fois-ci? Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le définir parfaitement avec des mots, mais on peut avoir quand même certains indices, disons. Je pense que cette fois-ci, on a eu un petit peu plus de résistance d'une certaine façon de le réalisateur qu'on a travaillé avec. Dans le passé, on a travaillé avec Jean Massicotte, on a travaillé aussi avec Bob, on s'est autoproduit et cette fois-ci, Bob, il voulait plus de chansons. Alors, on était prêt, on se pensait prêt pour commencer la production de l'enregistrement. Il voulait plus de chansons. On lui a envoyé 2, 3 de plus. Il en voulait plus. On lui a envoyé un autre 2, 3 tunes. Ça s'est passé pendant plusieurs mois. Fait qu'on a composé, on a travaillé très, très, très fort parce que, à quelque part, nous, on se sentait prêts, mais
sais. Avoir un petit coup dans les fesses qui venait du réalisateur, ça nous a poussé vraiment à chercher plus profondément pour la musique. Et même en studio, à des certains moments, il nous a poussé au niveau des paroles, au niveau des les arrangements, et surtout au niveau des paroles. On a fait la session en 2 parties, puis à mi-chemin, on s'apprêtait pour les prochaines sessions, puis il nous a donné des devoirs, disons, pour préparer, pour faire la deuxième partie au niveau de le travail de la composition de les paroles surtout. OK, je vois. Donc, il vous avait fait plus de chansons pour que finalement vous en fassiez tellement des bonnes qu'on pouvait en garder, je ne sais pas combien exactement sur l'album, mais ce sont les meilleures de toutes celles que vous avez construites au fil des dernières années. Quelqu'un a décidé lesquels apparaissent sur l'album, en partie Bob. Il nous a poussé très fort à composer beaucoup. On pense qu'on a mis les meilleurs sur l'album. Mais on a toujours, cette fois-ci, je pense que c'était 35 chansons pour en avoir 11. Peut-être le dernier album, je pense qu'on avait fait 21 pour en avoir 9. Et l'album d'avant, on en avait fait 14 pour en avoir 12 je pense 11 ou 12. Fait Donc, le prochain, vous allez en faire 50 pour en garder 12. J'espère pas, mais c'est sûr, ça nous a mis beaucoup de pression et je pense à ces moments dans ces mois qu'on composait pour essayer de faire mieux que la dernière. Parce qu'évidemment, ici, un producteur un réalisateur comme Bob Rock, il demande d'autres chansons. Il cherche d'avoir quelque chose de meilleur de tout ce qu'on avait fourni. On a travaillé très, très, très fort à faire non seulement la composition, mais les démos et en sortir beaucoup de chansons. Nous, dans notre tête, on était déjà très en retard pour produire et livrer un album. Et tout ce processus a rajouté peut-être un autre 5 ou 6 mois au processus. Fait que c'était frustrant, mais en même temps, c'est bon d'avoir un petit peu de feu, tu sais, derrière les fesses. Oui, c'est bien de se faire motiver par un mentor quand même. Bob Rock, c'est pas n'importe qui. Si Bob Rock vous demande de faire plus de chansons, vous en faites. C'est normal. C'est quand même un pilier de l'histoire du rock. Alors, c'est un peu normal. Alors donc, j'imagine que vous en concluez que c'est votre meilleur album jusqu'à maintenant. On est très fiers, on est dedans, on s'apprête aussi pour donner ces chansons en concert. On développe tout un nouveau setlist pour le show, la tournée qui commence cette semaine. Alors, on rentre dans un nouveau univers dans lequel ces chansons, c'est le focus, sont les singles, c'est l'album, c'est le show. Alors, on s'est attaché fortement pendant la production, mais en ce moment-là, on trouve une nouvelle relation avec toutes ces chansons pour les apporter sur la scène, dans laquelle on est très, très fiers et on a hâte à les présenter. On reçoit, il lit aussi des critiques et on a des bonnes critiques sur l'album, fait qu'on est content. On est fiers de la musique, on est content de pouvoir avoir un bon feedback sur la musique aussi. Excellent. Alors, je rappelle que The Damn Truth est formé de Leela Baum au chant, Tom Schemer guitare, P.Y. Tellier basse et notre interviewé, Dave Trena batterie, qui vont se produire mercredi le 26 mars au MTLUS. C'est le début d'une longue tournée. Dave Trena, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses et félicitations pour votre album The Damn Truth, qui n'a pas de titre. Non.
Voilà. Et merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci à votre auditoire aussi. Et à mercredi et à plus. À plus! Baby,